Voilà, bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous. Merci d'être venu à ce rendez-vous proposé par EM Lyon Business School. Vous êtes la bienvenue. Alors que vous soyez inspectrice des impôts, analyste financier ou buraliste, ou les trois à la fois, vous êtes bienvenus pour participer à cet after work sur le thème de l'épanouissement. Alors d'aucuns pourraient dire que nous sommes un peu, comme le dirait ma fille, un peu culottés de proposer un tel sujet dans la période. Mais on va le voir, l'épanouissement personnel, qui n'est pas un épanouissement sans les autres, mais bien au contraire, qui est avec les autres et par les autres, est un épanouissement encore plus important à appréhender et à rechercher dans la période que nous connaissons. Alors ce thème nous touche chacun où que nous soyons et quelles que soient nos activités, à la fois professionnelles et personnelles. Il nous touche entièrement et le propos d'aujourd'hui vise à développer quelque part notre équilibre, notre stabilité, notre satisfaction profonde, au-delà des plaisirs fugaces, oserais-je dire, un peu futiles parfois, que ce monde nous propose. Alors je suis Thomas Misselin, en charge du Leadership et Change Lab de l'EM Lyon, une activité executive education au service de la performance collective en entreprise et qui vise à explorer et puis à exploiter les recherches et les expériences à la fois sur le thème du leadership et du management, le pilier humain des organisations, et qui vise aussi à mettre en musique les solutions d'accompagnement, telle approche pédagogique, l'action learning, telle pratique, tels outils pédago, technopédago également, pour efficacement accompagner la transformation des collectifs dans le respect de chacun et dans une direction souhaitée et partagée idéalement. Alors, nous travaillons en forte proximité avec Thierry sur ce terrain de jeu depuis plusieurs années et accompagnons des communautés entières de managers sur plusieurs années pour faire bouger les lignes comportementales, donc les croyances, les perceptions, les attitudes, bref, le vivre ensemble et ainsi renforcer la résilience, l'intelligence collective, la confiance et bien sûr l'épanouissement. Alors c'est avec un plaisir tout particulier, à la fois personnel et professionnel, que j'ai de vous présenter Thierry Nadizic. Alors Thierry, je ne sais pas si on peut dire qu'il fait partie d'une espèce en voie de disparition. Bon, il serait peut-être plus juste de dire qu'il appartient à une espèce rare. Alors Thierry est professeur-chercheur en comportement organisationnel à EM Lyon. Jusqu'ici, tout va bien. Et dans ce cadre, il va questionner des sujets organisationnels comme le leadership, l'engagement, l'empowerment, le bien-être au travail, en lien avec la psychologie positive ou encore la notion de justice en management, une notion qui lui est chère. Et donc, il va tester des hypothèses pour faire avancer les savoirs. Et puis, dans un deuxième temps, Thierry dissémine également ses savoirs très largement dans les médias, de façon à les rendre accessibles, ses recherches et celles de collègues, qu'ils soient nationaux d'ailleurs ou internationaux. Et ça, c'est déjà plus rare. Et l'intervention de ce soir, autour de son dernier livre, s'inscrit dans ce contexte. Et enfin, et là cela devient rarissime, Thierry est également coach, certifié, supervisé, et à ce titre, il accompagne les individus et les collectifs, comités exécutifs, communautés managériales, dans leur transformation. Alors en français dans le texte, Thierry est donc à la fois sage on the stage et guide by the side, donc dans la plus pure tradition du et en même temps. Donc c'est avec un plaisir sans mélange et bien volontiers que je te cède la parole, Thierry, pour que tu puisses nous partager certaines connaissances ce soir et nous les faire toucher du doigt par l'expérience. Et juste avant, Sixtine va nous faire un indispensable point organisation. Donc merci à toi, Sixtine, merci à toi, Thierry. Un très bon afterwork à chacun, à chacune d'entre vous. Sixtine. Merci Thomas pour cette introduction. Je me présente, je suis Sixtine Labesse du pôle événementiel à EM Lyon Business School. Merci à vous toutes et à tous pour votre présence ce soir. Vous êtes nombreux, c'est vraiment super. Je vais pas prendre beaucoup de temps, mais c'est juste pour vous expliquer, puisque j'ai eu 2-3 messages dans l'onglet discussion. C'est en effet tout à fait normal que voilà, vous ne puissiez pas activer votre caméra ni votre son. On sait que c'est un petit peu frustrant, mais on est dans un format spécifique qui permet justement d'accueillir plus de personnes qu'une simple salle virtuelle Zoom. Donc voilà, par rapport à ces petits aspects techniques, en fait, vous verrez lors de la présentation de Thierry différentes slides, notamment au moment où il y aura des échanges de questions-réponses. Il faudra du coup les poser dans l'onglet Q&A que vous voyez en bas de vos écrans. Et lorsqu'il y aura plutôt une partie, on va dire, échange, où Thierry va vous poser des questions, il faudrait répondre dans l'onglet discussion.
Voilà, écoutez, j'espère que ce ne sera pas trop compliqué pour vous et que vous voyez bien sur vos écrans tous ces deux onglets-là. Je termine, vous voyez à l'écran le très beau livre de Thierry, S'épanouir en temps de crise. L'éditeur est Erol, et sachez qu'à la fin de ce webinaire, un tirage au sort va avoir lieu. On va tirer donc au sort 10 personnes. Donc, si vous avez une chance d'être tiré au sort, en tout cas, je le souhaite pour vous, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout du webinaire. Voilà, le tirage au sort aura lieu à la fin de cette session. N'hésitez pas à nous écrire dans l'onglet discussion en privé, en tout cas pour ma part, si vous avez un souci. Et en tout cas, je vous souhaite un très bon webinaire. À plus tard et merci. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation. C'est très gentil à toi. J'aime beaucoup travailler avec Thomas et voilà, j'accueille ce que tu as dit avec beaucoup de plaisir et d'amitié. Merci beaucoup Sixtine pour ta clarté. C'est vrai que cette conférence j'espère, développera chez vous une motivation intrinsèque, hein, mais d'une façon extrinsèque, vous aurez aussi effectivement 10 bouquins qui seront offerts à la fin de la conférence. Je vous propose de rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Cette conférence est une conférence interactive. Ça veut dire que plus que de diffuser de la connaissance, j'essaye, vous me direz si ça a marché à la fin, hein, j'essaye de faire en sorte que vous puissiez expérimenter un certain nombre d'exercices qui vous ramèneront à des techniques qui elles-mêmes sont liées à des notions pour s'épanouir mieux dans la vie et au travail. Alors, on est ensemble jusqu'à 19h30. Vous partez bien sûr quand vous voulez, hein. On est ensemble pendant un peu moins d'une heure et demie pour prendre le temps notamment d'échanger, hein. Il y aura plusieurs plages où vous pourrez poser des questions, mais aussi faire des commentaires, des remarques et faire des critiques, voilà, vous exprimer, hein. Et pendant les exercices qu'on fera aussi, il y aura plusieurs exercices. Je vous demanderai aussi de réagir, hein, de partager avec nous comment se passe l'exercice pour vous. Voilà, donc si c'est bon pour vous, on y va. Donc pourquoi s'épanouir en temps de crise? La première question à laquelle je voudrais répondre. Bah, vous savez qu'on est ici tous ensemble parce que c'est le couvre-feu et sinon on serait dans un amphi de l'EM Lyon sur le campus de Paris. Alors ça a aussi des avantages, hein, c'est-à-dire que là, il y a eu on est plus de 200 ensemble ce soir. L'amphi n'a que 100 places. Donc vous voyez, on n'aurait pas pu tous tenir. Voilà, donc l'avantage, hein, c'est qu'à 18h, on est tous chez nous et on se retrouve ensemble ici. Euh, Maintenant, la Covid a introduit un certain nombre de perturbations, hein. Ça a bousculé pas mal de personnes dans leur vie et s'épanouir devient à ce moment-là important à travailler concrètement, hein, dans sa vie de tous les jours pour retrouver une forme d'équilibre que certains ont perdu. Voilà. Alors, au-delà de l'apparition de la Covid, vous voyez des petites images en bas à gauche. Vous avez une représentation, hein, d'une chaîne de production qui représente la deuxième révolution industrielle, hein, sachant qu'aujourd'hui, on est dans la troisième révolution industrielle. C'était un grand bouleversement, hein, au travail, hein, notamment l'intelligence artificielle aujourd'hui, hein, et les nouvelles technologies de l'information nous bousculent. Les réseaux sociaux, hein, nous captent notre temps de cerveau disponible. Les relations entre les générations sont plus complexes, hein, puisque vous avez des personnes nées avant l'ère Internet et d'autres qui sont ce qu'on appelle des digital natives, hein, ou des personnes nées avec Internet et ces technologies. Vous avez une remise en cause, hein, en bas à droite, vous voyez Ceausescu, hein, qui représente la remise en cause de l'autorité en tant que principe fondateur légitime automatiquement, hein, ce qui était le cas avant les années 1960. Aujourd'hui, l'autorité est toujours légitime et existe, mais sur d'autres fondements, hein, plutôt sur des fondements de type compétences professionnelles et compétences relationnelles. Voilà. Et donc la légitimité automatique de l'autorité a été remise en cause, hein. On est dans un nouveau régime de légitimité où il faut prouver, hein, qu'on est légitime lorsqu'on a une responsabilité. Voilà, toutes ces transformations sont beaucoup plus profondes que simplement, hein, la transformation actuelle, hein, qui est importante, hein, et qui est liée à la Covid. Et tous ces bouleversements nous amènent à nous poser des questions qu'on ne se posait pas traditionnellement.
Dans une société traditionnelle, l'épanouissement, ça consiste beaucoup à suivre des rôles qui sont donnés par la société, dans lesquels on se cale, et on ne se pose pas forcément la question de comment s'épanouir dans la vie. Aujourd'hui, cette question est une question qui, c'est un petit peu comme si vous avez une nuit, tous les panneaux d'indication qui ont disparu. Vous prenez votre voiture un matin et vous n'avez plus aucun panneau pour vous diriger. Alors, si vous avez un GPS dans votre voiture, ça ne vous pose pas de difficulté. Voilà, c'est un peu la métaphore, hein, sur laquelle je voudrais aujourd'hui qu'on avance, hein, à partir de laquelle je voudrais aujourd'hui qu'on échange, hein, puisque l'idée est de construire son GPS intérieur pour produire son épanouissement dans une société en bouleversement. Alors là, je parle du niveau sociétal, hein, mais chacun a par ailleurs un certain nombre de crises personnelles dans sa vie, hein, que ça peut être un divorce, ça peut être une perte d'emploi, hein, et ces crises également, hein, remettent en cause des équilibres, et c'est à ce moment-là qu'il peut être bienvenu de se poser la question de comment retrouver son équilibre. Donc ce que je vous propose, c'est de repérer ensemble, hein, 5 grandes voies, hein, 5 grandes dynamiques pour retrouver son équilibre. Et d'abord, un petit sondage, hein, je vais vous proposer de nous dire, d'après vous, hein, sur ces 5 dynamiques, laquelle ou lesquelles, hein, vous pouvez répondre à plusieurs points, hein, laquelle ou lesquelles de ces dynamiques seraient prioritaires, hein, pour vous, hein, lesquelles est-ce que vous aimeriez améliorer en priorité dans votre vie actuelle, hein? Est-ce que c'est plutôt l'action, hein, avec ce qu'on appelle de la puissance acquise, hein, ou de l'optimisme, hein? Est-ce que c'est plutôt la présence en conscience? Est-ce que c'est plutôt le lien, hein, la fluidité à l'autre? Est-ce que c'est plutôt l'engagement au service d'une vision, hein, d'un certain nombre de buts, hein, que vous définissez? Ou plutôt, hein, le fait de ressentir des émotions positives? Voilà. Donc, vous avez un sondage, hein, qui devrait apparaître et auquel vous devriez pouvoir répondre en cliquant donc sur 1, 2, 3. Vous pouvez répondre les 5 si vous avez besoin de vous développer dans les 5, hein, bien sûr. On va voir tout de suite, hein, la réponse au sondage. Donc, qu'est-ce qui est le plus prioritaire pour vous, hein, si vous deviez choisir une ou quelques dynamiques que vous aimeriez améliorer dans votre vie, ce seraient lesquelles? Alors voilà, on a 83% de votants. On arrive à une photographie assez stable, hein, maintenant. Donc, ressentir des émotions positives. Alors, ce serait ça votre priorité? Alors, c'est pas ce que j'avais prévu, hein, donc c'est ça qui est intéressant, hein, c'est que là, on est dans le direct et le spontané. C'est pas là-dessus que j'avais mis, que j'avais mis la priorité moi dans ma présentation, mais bon, je vais changer un peu ma présentation pour y passer un peu plus de temps, d'accord? Donc ressentir les émotions positives. Alors c'est intéressant, mais c'est dangereux aussi, hein, on en parlera, hein. Je vous dirai pourquoi je l'avais pas mis en priorité. Ensuite, c'est, vous engager au service de vos buts, OK? Donc ça, on va travailler ça, hein. Comment est-ce qu'on peut, avancer sur sa vision? En troisième point, agir avec optimisme. Alors l'action et la puissance acquise, ça, on va le voir tout de suite, hein, ça va être le 1er point qu'on va développer ensemble. Et ensuite, on va avoir, c'est un peu moins important pour vous, d'être présent en conscience. Donc on y passera un petit moment, mais je vois que bon, pour 38% des personnes, hein, pensent que c'est une priorité, hein, donc c'est la quatrième priorité pour vous. Et la priorité la moins importante, c'est vous relier à l'autre. Donc vous êtes déjà bien relié aux autres. Donc on verra ça un peu plus vite, hein. Donc merci beaucoup pour vos réponses. On va traiter ces 5 points progressivement, et puis on conclura sur comment s'y prendre, hein, parce qu'on va s'y prendre concrètement tout de suite ensemble, hein, mais comment s'y prendre si on veut que ça dure, hein? Ça sera ça la conclusion. Comment faire pour continuer à avancer après cette heure et demie ensemble?
Donc, je vous propose de suivre aussi une métaphore, hein, qui est la métaphore de l'arbre, hein. J'aime bien cette notion d'arbre, hein, qui est bien enraciné, hein, qui va vers le ciel et qui grandit et s'épanouit. Je pense que c'est exactement ça, hein, l'épanouissement, c'est mettre en place le bon contexte, hein, pour que son arbre grandisse, hein. Donc, avec du soleil, avec de l'enracinement, pardon, avec du soleil, avec des minéraux, avec de l'eau, avec de l'oxygène, on peut avoir le bon contexte pour ensuite, s'épanouir dans ce sont les conditions de l'épanouissement qui sont importantes. Alors, on va démarrer tout de suite avec, la première dynamique de l'épanouissement. Qu'est-ce que vous voyez sur cette diapo? Oui, alors je vois Sophie qui demande si vous pourrez avoir les slides. Bien sûr, hein, je vous partagerai les slides, hein. Donc, Raphaël vient de recevoir le livre ce matin, tu l'avais commandé en avance, donc superbe. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur ce slide? Un orage, de l'éclair, des éclairs, de l'orage, un temps de challenge, un ciel lumineux, des arbres. Alors, il y a un côté lumineux, effectivement, mais c'est pas ça qu'on voit d'abord. On voit d'abord, effectivement, comme dit Jiawen, excusez-moi si j'écorche votre nom, un temps de challenge. Alors, cette diapo est censée représenter effectivement l'adversité, hein, les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, je vous avais dit qu'on allait suivre, hein, la métaphore de l'arbre, hein. Donc là, vous avez une forêt et un certain nombre de difficultés auxquelles il faut faire face. Alors, je vous propose, hein, de traiter pour faire face à cette adversité, de la première grande dynamique de l'épanouissement qu'on appelle la puissance acquise. Alors, qu'est-ce que la puissance acquise? Tout simplement, hein, je vais vous proposer une vidéo, hein, qui va répondre à cette question. Depuis la fin des années 1960, à la suite d'expériences avec des animaux puis des êtres humains, on comprend mieux comment fonctionnent l'optimisme et le pessimisme. Ces expériences ont aussi aidé à comprendre la dépression qui suit un traumatisme. Les phénomènes de puissance acquise et d'impuissance acquise en seraient les fondements. Dans un premier temps, on a soumis des chiens, maintenus dans des harnais, à des chocs électriques. Ils avaient la possibilité de les arrêter en actionnant une simple manette. La deuxième étape consistait à leur envoyer à nouveau des décharges électriques alors qu'on les avait libérés et qu'on avait enlevé le levier. Comme les chiens étaient libres de leur mouvement et qu'ils n'avaient qu'un petit muret à sauter, ils ont tous évité les chocs en s'enfuyant. La même expérience a été réalisée avec d'autres chiens, qui, dès la première phase, n'avaient pas accès à un levier pour arrêter les chocs. Attachés dans leur harnais, ils ont dû donc les supporter, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Lorsqu'ils ont été libérés pour la deuxième étape de l'étude, ils présentaient de forts symptômes d'anxiété. Et, quand ils ont reçu la deuxième série de décharges, ils sont restés immobiles. Ils souffraient, sans réagir, alors même qu'ils avaient la possibilité de s'enfuir en sautant le muret. Ce phénomène étonnant a été nommé impuissance acquise. On leur avait appris la résignation à l'adversité. Ce qui était la cause principale de cet apprentissage, la possibilité ou l'impossibilité d'agir face à des événements douloureux. D'autres expériences ont permis de vérifier que lors de la première phase de l'expérience, les chiens avaient appris la puissance. On a ainsi montré que la puissance, tout comme l'impuissance, pouvait s'acquérir. On a même découvert des voies de retour à la puissance dans des situations d'impuissance acquise. Voilà, donc cette notion de puissance acquise nous permet de comprendre comment l'optimisme, qui n'est pas seulement inné, hein, il y a des éléments innés, mais il y a aussi des éléments construits, hein, comment l'optimisme peut se construire et comment on peut aussi construire, bien sûr, le pessimisme. Pour vous donner un autre exemple, hein, très concret et illustratif, hein, de cette dynamique, en Thaïlande, on a l'habitude, quand les éléphants naissent, de les attacher à un piquet. Alors, quand ils sont bébés, ils passent beaucoup de temps à essayer de se détacher du piquet en tirant sur la corde, hein, qui les attache au piquet. Et au bout de quelques mois, ils arrêtent de tirer parce qu'ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Et lorsqu'ils grandissent, ils arrivent à atteindre une taille et à avoir une force qui leur permettrait de déterrer le piquet en tirant. Mais ils ne le font plus.
Ils ne le font plus parce qu'ils ont appris l'impuissance acquise. Voilà. Alors, ces notions de puissance et d'impuissance acquise sont importantes. On les a aussi testées ensuite auprès d'êtres humains, hein, sur des expériences qui étaient, qui étaient moins douloureuses, hein, que les expériences qui étaient faites sur les chiens. Alors, il n'y avait pas d'expérience qui étaient létales, hein, pour les chiens, mais pour les hommes, c'était plutôt des expériences de type sonnerie stridente, hein, et est-ce que vous arrivez à arrêter la sonnerie? Et ensuite, on leur faisait faire un certain nombre d'actions et on regardait s'ils gardaient, hein, leur capacité d'initiative, hein, de pouvoir d'agir. Et on voyait que ceux qui n'avaient pas eu la possibilité d'arrêter une sonnerie n'essayaient même pas on leur proposait un certain nombre d'actions qui pouvaient leur permettre de, de- d'avoir des gains ou de sortir de difficultés. Alors, ce que je vous propose maintenant comme exercice, hein, vous savez que cette conférence ensemble est plutôt une conférence d'expérience, hein, pour expérimenter des choses, pour tester, pour essayer, pour se mettre en situation. Donc, l'exercice que je vous propose est assez simple, hein. Je vais vous demander de penser à un point B. Le point B, c'est quelque chose qui vous est arrivé récemment, aujourd'hui, hein, ce matin, ou la semaine dernière, ou ce week-end, quelque chose de positif, de favorable. Hein, vous vous êtes mariés, vous avez eu un bébé, ça c'est des grands événements, hein, mais il y a aussi plein de petits événements, hein, qui sont très agréables dans votre vie, hein. Vous venez d'obtenir le crédit que vous avez demandé, vous venez d'obtenir, une promotion, ou alors tout simplement vous êtes, liés à nouveau avec quelqu'un avec qui vous étiez en conflit, vous avez fait la paix, ou vous avez réussi à faire un marathon. Alors pour ceux qui sont un peu moins exigeants du point de vue sportif, vous avez réussi à vous lever tôt et vous avez réussi à faire, à courir pendant 45 minutes. Voilà, chacun évidemment a ses propres points B, hein. Je vous propose de penser à un point B. Alors une fois que vous avez imaginé votre point B, ce que je vais vous demander, c'est de vous rappeler, tout ce que vous avez fait ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, tout ce qui a été à votre main et toutes les opportunités que vous avez saisies et qui représentent une multitude de points A, c'est-à-dire des actions que vous avez réalisées et qui vous ont permis d'arriver à là où vous en êtes aujourd'hui. Alors si vous venez d'avoir un bébé, vous savez ce que vous avez fait il y a 9 mois, hein, bien sûr, c'est clair, hein, mais il y a des événements qui sont beaucoup moins clairs. Et il y a des événements sur lesquels, on a oublié en fait que, si on a obtenu, un crédit aujourd'hui, bah, c'est parce que, on est on est un bon gestionnaire et que la banque nous fait confiance et que cette confiance, on l'a construite. Si on a obtenu, une promotion, c'est parce que, bah, on a beaucoup travaillé et on a eu des résultats parce que notre travail a été, couronné de succès. Si on a réussi à faire en sorte que ce conflit, ben, on le dépasse, c'est parce qu'on a fait ce qu'il faut pour retourner voir la personne et essayer de la comprendre et essayer de se relier à elle. Voilà, vous avez fait un certain nombre d'actions qui vous ont amené au point B. Donc ce que je vous propose, c'est de vous rappeler toutes ces actions que vous avez réalisées dans le passé et qui vous ont permis d'aboutir au résultat qui vous fait plaisir aujourd'hui. Alors bonjour Bodane, j'en profite pour regarder les messages. Alors, est-ce que vous pouvez, au fur et à mesure de votre visualisation, partager avec nous, dans l'onglet discussion plutôt, hein, heu, ce que, voilà, ce qui vous vient à l'esprit, les situations, sans rentrer, trop dans le détail, mais, le résultat aussi, qu'est-ce que ça procure, en vous comme effet, hein, de faire cet exercice? Alors, je regarde en même temps les questions et réponses, hein. Pourquoi ne s'épanouir qu'en temps de crise? Oui, effectivement, hein, on s'épanouit aussi en temps normal, hein. Sauf qu'en temps de crise, c'est là qu'on peut se poser plus de questions, alors qu'on peut être en équilibre, hein, habituellement. Alors, privilégier, hein, pour les échanges, privilégier l'onglet discussion, hein.
Alors, je vois un certain nombre de réponses. Alors, je vais essayer donc j'ai arrêté de fumer, cela produit de la fierté, un sentiment positif, une prise de conscience. Je me rends compte que je suis acteur de ma réussite, j'ai de la satisfaction, je vois plein de positifs. J'ai misé sur mes qualités, j'ai de la fierté, de la joie, du plaisir. Je ressens une boule de joie. L'exercice procure une satisfaction de tout ce qui a été accompli. En parler, ramener le sujet sur la table à plusieurs reprises au fil du temps me procure de la satisfaction. J'ai fait un effort et un engagement qui m'a procuré de la réussite. J'ai de l'amour de moi, la satisfaction de découvrir ce qui nous a amené à réussir, de la fierté. Super, bon, merci. Un chemin, un parcours, des rencontres multiples. J'ai quitté mon entreprise avec du management injuste et donc que du bonheur. Alors là, vous nous parlez surtout que vous nous parlez. Alors non, si je comprends bien, le bonheur c'est le point B et vous avez quitté votre entreprise, c'est le point A. D'accord. Donc gain d'estime de soi, on reconnaît les efforts qu'on a faits, on comprend le chemin parcouru pour atteindre l'objectif. J'ai adhéré à un groupe, d'accord. Alors, je vais pas lire l'ensemble de vos commentaires, hein, très parlants, hein. Donc je vous laisse regarder, hein, pour ceux qui veulent développer. Alors, ce que vous venez de faire là, c'est un exercice que vous pouvez faire si vous êtes manager avec vos équipes, si vous êtes parent avec vos enfants, ou si vous voulez développer votre propre épanouissement avec vous-même. Ça consiste, vous voyez, à toujours se dire, «J'ai eu la main et j'ai fait un certain nombre d'actions qui m'ont permis d'arriver à un résultat». Lorsque votre enfant arrive à la maison avec une bonne note, vous pouvez lui dire: «Bravo, je t'offre un cadeau pour te récompenser de ta bonne note». Mais vous pouvez aussi lui dire: «Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette bonne note? Raconte-moi comment tu t'y es pris». Et c'est là que vous allez ancrer chez lui, des comportements efficaces, des comportements de réussite, des comportements de travail sérieux, profonds. Alors que si vous lui dites bravo pour le résultat, voilà un cadeau, vous allez au contraire l'amener à valoriser uniquement le résultat et pas le processus qui a amené au résultat. Et on sait bien qu'à long terme, ce qui est important, c'est de maîtriser des processus, puisque les résultats se répéteront une fois qu'on maîtrise les processus. Alors que si vous vous fixez uniquement sur les résultats, c'est beaucoup plus fragile. Donc, c'est en se fixant sur qu'est-ce que j'ai fait dans le passé pour réussir ce qui m'arrive dans le présent, qu'on construit une capacité d'action pour l'avenir. Hein, parce qu'à l'avenir, il y en aura d'autres des points B. Et aujourd'hui, il y a des points A. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour construire les points A? Hein, ça s'appelle semer, hein, et ça s'appelle récolter plus tard ce qu'on aura semé, hein, dans le passé. Hein, et c'est ça qui va contrer l'impuissance acquise et c'est ça qui va construire la puissance acquise. Comme le chien qui avait accès au levier, hein, il s'est rendu compte qu'il avait la possibilité d'arrêter les chocs et ça lui a donné beaucoup de puissance. Et ensuite, il a pu prendre des décisions, hein, pour se développer. Voilà, donc ça, c'est la première mécanique de l'épanouissement. Donc, je vous propose de faire une petite pause de quelques minutes, hein, déjà, si vous voulez, pour échanger, hein, plus généralement, hein, sur l'épanouissement. On aura trois moments d'échange ensemble, hein. Donc, on peut faire le premier maintenant. Hein, on a déjà avancé suffisamment ensemble pour qu'on puisse commencer à répondre à des questions ou écouter des commentaires ou des critiques. Donc là, n'hésitez pas à aller plutôt dans les questions-réponses, hein, et on peut commencer à échanger. Alors, Johanna, donc l'impuissance acquise est-elle uniquement liée à la douleur ou à la peur? Exemple du chien. Alors, l'impuissance acquise, c'est un mécanisme, effectivement, où les émotions négatives ont beaucoup d'importance, et qui vont amener à geler la personne ou l'animal, hein, en l'occurrence. Et quand vous allez être dans des situations similaires, vous allez vous retrouver, hein, ce gel, alors qui est lié non seulement à des émotions négatives, mais aussi à des sensations. C'est tout le corps qui se gèle, hein. Lorsque, par exemple, vous avez plusieurs fois dans votre vie eu des difficultés avec l'informatique et que vous développez une aversion, hein, à l'informatique, dès que quelque chose ne fonctionne pas, vous appelez la hotline. Et ce que vous dit la hotline, c'est déjà essayer de brancher votre ordinateur. Et souvent, ça résout le problème.
Donc, vous voyez, l'impuissance acquise va aussi toucher certains domaines de notre vie, hein. Il y a des impuissances acquises généralisées, mais il y a des impuissances acquises extrêmement limitées à certains domaines. Et vous voyez, il suffirait de brancher l'ordinateur avant d'appeler la hotline. Mais pour ça, il faut qu'on ait un minimum de puissance acquise dans ce domaine. Et certains ne l'ont pas du tout. Et c'est effectivement un certain nombre d'émotions et de sensations liées à des échecs répétés du passé qui nous ont amenés à nous geler. Alors, le lien avec mes motivations profondes. Alors, c'est ça qui est très intéressant. Merci, hein, Fred, pour cette question. On va travailler ce soir, et plus généralement, hein, dans ce qu'on appelle la psychologie des ressources, hein, qu'on appelle parfois la psychologie positive, on va travailler sur des comportements. Et on se rend compte qu'on peut beaucoup agir sur notre motivation, sur notre vie, sur notre épanouissement, en agissant sur des comportements. On va pas travailler sur les motivations profondes des personnes. Ça, c'est une autre approche. C'est une approche très intéressante aussi, hein, il ne faut pas la remettre en cause, hein. C'est des approches complémentaires, utiles, intéressantes, mais ça appartient à d'autres domaines, hein, de l'accompagnement, de la psychologie. Nous, on travaille vraiment ici sur les comportements humains, et on voit qu'en travaillant sur les comportements, on change des choses profondes. Voilà. Et vous allez le voir, hein, sur des exercices comme ceux-ci, hein, on arrive à produire des changements importants, hein, chez les personnes. Voilà, donc je continue. Comment systématiser cette méthode de pensée, ou à quelle fréquence faire cet exercice? Alors dans le bouquin, vous verrez, hein, il y a une proposition, hein, d'exercice, hein, qui consiste à travailler son optimisme, hein, et on peut le faire effectivement plusieurs fois. L'idéal étant de le faire pendant une semaine, hein, mais chaque jour, hein, pendant l'exercice. Maintenant, on en reparlera tout à l'heure, hein, ces exercices-là, il faut les faire un petit peu tous les jours, hein. On dit qu'un vrai changement s'opère au bout de 2 mois, hein, d'un rituel quotidien. On en reparlera, hein. La puissance acquise est liée à la confiance, hein, bien sûr. Heu, alors oui, bien sûr, si on fait cet exercice avec un point B négatif, on développe l'impuissance acquise, absolument. Quand est-ce qu'il faut arrêter de persévérer? Bah, quand vous voulez, hein. Quand vous voyez que l'épanouissement est là, vous pouvez, alors, après c'est automatique, hein, donc de toute façon, persévérer, c'est parce qu'il y a une volonté, d'action, hein. Une fois que vous avez réussi, c'est parce que vous avez un automatisme qui s'est enclenché, hein. Donc pensée positive. Alors attention à la pensée positive, hein. La pensée positive, c'est souvent se mentir, hein, quand ça ne va pas. Là, l'idée ici n'est pas de penser positivement, hein. L'idée est d'activer ses ressources, hein, ce qui est un petit peu différent, hein. Il y a une véritable activation, hein, de ressources intérieures, hein. On fait quelque chose de concret, hein, et on se rend compte de ce qu'on sait faire et de ce qu'on peut faire, et on le fait concrètement, hein. Ce n'est pas seulement parler et se raconter des choses, hein. Voilà. Alors les carnets de gratitude, oui, on en reparlera. Les équipes, effectivement, alors là, il y a beaucoup de questions, je ne vais pas pouvoir répondre à tout, mais avec plaisir pour continuer à discuter avec vous. Je vous propose qu'on revienne, à notre conférence pour développer la deuxième dynamique, hein, de l'épanouissement. Donc qu'est-ce que vous voyez sur cette diapo? Un sage de la nature, de la conviction des arbres, un homme qui discute en forêt, un papy dans la nature, un homme détendu qui partage. Alors, merci pour vos réactions. Vous voyez ici Ernst Zürcher, qui est un scientifique, hein, qui a, pendant toute sa vie, il a étudié la relation que l'homme peut avoir aux arbres, et la manière dont les arbres favorisent notre épanouissement sur Terre, hein. Je vous ai dit qu'on allait continuer sur la métaphore de l'arbre, hein. Et donc, il propose de développer sa conscience, hein, de l'importance de l'arbre, hein, dans nos vies, hein, pas seulement parce qu'il nous aide à faire en sorte que le gaz carbonique se transforme en oxygène, hein, mais plus généralement, hein, on s'est rendu compte que ne serait-ce que d'avoir des photos d'arbres dans son bureau, produit des émotions positives, hein. Donc cette notion de conscience, ça sera la deuxième dynamique, hein, que je vais vous proposer, hein, d'expérimenter ensemble. Alors on va y passer un peu moins de temps parce que ce n'était pas votre priorité dans le sondage, hein, mais on va quand même en parler, hein, parce que c'est une dynamique importante, hein, la présence consciente au moment présent. Là, je vous donne les résultats. Alors, c'est en anglais, mais je vais vous traduire ça très simplement. Les résultats d'une pratique de méditation de pleine conscience, hein, qui a été faite dans une université aux États-Unis.
Et au bout de 8 semaines de pratique de méditation consciente 10 minutes par jour, hein, voilà les effets qui ont été mesurés. Bon, il y avait, alors c'est des effets avant-après, mais vous avez beaucoup d'études, hein, aujourd'hui, hein, qui sont parues sur le sujet, qui vous permettent aussi de vérifier que ça marche par rapport à des groupes de contrôle, par exemple, hein. Bon, ici, c'est surtout un effet avant-après. Donc vous voyez que, la confusion diminue, l'anxiété diminue, la dépression, la déprime, hein, diminue. La dépression et la déprime n'étant pas la même chose, hein. La colère, hein, diminue, la fatigue diminue et l'énergie, hein, la vigueur augmente. Voilà. Alors, ce sont des exemples de, de conséquences positives, hein, d'une méditation régulière pendant 8 semaines. Alors, comment ça marche? Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on médite? L'idée est de contrer ce qu'on appelle l'esprit de singe. Certains d'entre vous connaissent déjà, hein, la méditation, donc vous méditez déjà. Pour d'autres, c'est encore quelque chose d'étrange, donc on va en parler un peu, puis on va faire un petit exercice pour l'expérimenter. Et tout d'abord, donc, voyons de quoi il s'agit, hein, lorsqu'on on médite. Notre cerveau est programmé, hein, génétiquement, hein, par défaut, hein, pour être un explorateur et pour réagir à tout ce qui se passe. Pour se poser des questions sur est-ce que là c'est une menace? Est-ce que là c'est une opportunité? Est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce que je dois faire? Donc il scanne en permanence son environnement pour réagir. Donc l'esprit est en permanence en alerte. L'alerte peut nous amener à être vraiment en situation d'alarme lorsque on sent un danger. Et c'est ça qu'on appelle l'esprit de singe. C'est-à-dire que notre esprit n'est jamais au repos. Il y a des pensées en permanence, hein, des pensées, des émotions, des sensations, hein, qui nous traversent. Et on a à chaque fois des tendances d'action, hein, qui suivent ces pensées, ces émotions, ces sensations. Et la méditation vise à contrer l'esprit de singe. Alors, contrer l'esprit de singe, ça se fait selon 3 compétences qui sont développées alors, par la méditation de pleine conscience, mais aussi par d'autres approches, hein. Par exemple, l'ACT, hein, c'est la thérapie, pardon, la thérapie d'acceptation et d'engagement, hein, qui est aussi utilisée en coaching, hein, ou en auto-accompagnement, hein, pour s'accompagner soi-même. Donc, ça utilise exactement les mêmes mécanismes que la méditation, mais c'est dans le cadre d'une approche un peu plus générale. Et les 3 grands mécanismes, hein, de la pleine conscience, ou que ce soit par l'approche de la méditation ou de l'ACT, peuvent être décrits assez simplement, hein. Le premier, c'est ce qu'on appelle la diffusion, hein, c'est-à-dire le fait de se détacher de ses pensées. Le fait de se dire: «Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas en colère, c'est la colère qui me traverse. Je ne suis pas, je ne suis pas anti-masque, il y a des pensées anti-masque qui sont en moi». Vous voyez? Voilà, il y a mon corps a un certain nombre de sensations, mais je ne suis pas ces sensations. Voilà. Et cette diffusion fait énormément de bien parce qu'elle permet de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe, hein, dans notre cerveau. Nous ne sommes pas toutes les élucubrations de notre cerveau. Alors, il y a un certain nombre d'émotions et de pensées qui sont construites, intéressantes, utiles, et puis il y en a un certain nombre, hein, qui sont des parasites, et dans tous les cas, il est bon de les regarder, hein. Donc la diffusion nous permet, hein, cet écart, hein, entre nous et nos pensées, nos émotions, nos sensations. Et dans cet écart, on se rend compte qu'on est vivant et qu'on est plus que ce qui nous traverse. Alors l'expansion, c'est un deuxième mécanisme, hein, qui est l'acceptation justement de ces pensées et de ces émotions qui nous traversent. Non seulement on va faire la différence entre nous et eux ou elles, mais on va les accepter. Lorsque on a de la culpabilité, on peut très bien être extrêmement touché par un sentiment de culpabilité, et le paradoxe, c'est que ça ne nous empêchera pas de recommencer. Donc la culpabilité n'est pas forcément utile en tant que telle, si on la rejette. Parce que la culpabilité est tellement difficile à accueillir qu'on peut vouloir la rejeter. Alors, il y a plein de manières. On a tous beaucoup de stratégies pour rejeter, hein, les émotions négatives ou les pensées négatives. Vous avez, la distraction, vous avez les réseaux sociaux,
hein. Nous avons la distraction, nous avons les réseaux sociaux, hein, nous avons le sexe, l'alcool, qui sont des drogues, qui peuvent être des drogues en tout cas, hein. Nous avons l'argent, nous avons le statut social. Voilà, tout ça, c'est souvent, hein, des stratégies pour éviter, hein, d'accepter, hein, des choses négatives qui nous traversent et ça nous permet d'utiliser notre énergie, hein, hein, pour divertir, hein, notre attention. Donc accueillir, accepter, c'est l'un des mécanismes de la pleine conscience qui est assez difficile à réaliser et on peut s'y entraîner par un certain nombre de méthodes. Alors, hein, c'est la métaphore, ça peut être aussi, hein, votre enfant vous réveille la nuit parce qu'il a peur des monstres qui sont sous son lit. Voilà, alors il peut très bien rester dans son lit et avoir peur des monstres qui sont sous son lit. Il peut aussi aller regarder sous le lit et dire: «Beh, voilà, je vais venir vous voir et je vais parler avec vous les monstres». Et à ce moment-là, on voit que les monstres sont un petit peu moins monstrueux. Voilà, c'est cette métaphore-là que sur laquelle je voudrais qu'on reste pour illustrer, cette, notion d'acceptation. Et la 3e mécanique, c'est la connexion. Bon, la connexion, vous en entendez beaucoup parler, hein, aujourd'hui, c'est le moment présent, être là dans la fraîcheur du moment présent. Vous voyez, votre enfant, votre mari, votre femme, vous caresse les cheveux, c'est un moment important. Si on arrive à être là, à ce moment-là, il se passe quelque chose et si on est présent à ça, ça devient une richesse. Voilà. Alors oui, merci, Eckhart Tolle, est une belle, référence, hein, dans ce domaine-là. Alors, je vous propose une petite vidéo simplement pour repérer, faire une petite synthèse de ce que je viens de L'ACT vous est une dire. méthode utilisée en coaching ou en auto-accompagnement. Elle développe 3 compétences de la pleine conscience. 1. La diffusion. C'est se détacher des pensées gênantes, répétitives et négatives qui peuvent tourner dans notre tête. Nous prenons conscience que nos pensées ne sont pas nous-mêmes et que nous pouvons nous en détacher si besoin. Cela diminue la confusion et l'impact négatif de l'autocritique. 2. L'expansion. C'est accueillir en soi et mieux accepter les pensées et émotions qui surgissent, en particulier lorsqu'elles sont négatives, sans se sentir menacé par elles. On ne cherche pas à les rejeter ni à les combattre, ce qui diminue les risques de se laisser emporter par sa colère, par exemple, et de le regretter par la suite. 3. La connexion. C'est vivre le moment présent dans sa fraîcheur, sans qu'il soit contaminé par des difficultés du passé ou par des projections trop tendues vers l'avenir. Voilà, c'est un petit résumé du sujet. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de pratiquer. On va prendre une minute, bah, pour méditer, hein, pour faire une méditation. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir quelque chose, qui va peut-être vous intéresser, que vous aurez peut-être envie de refaire. Et pour ceux qui connaissent, bah, je pense que ça va vous faire d'autant plus de bien que vous savez comment ça marche. Donc l'exercice est simple, hein. Je vais vous proposer de fermer les yeux. Alors, si vous voulez garder les yeux ouverts, il n'y a pas de problème, hein, mais à ce moment-là, essayez de les fermer à moitié et de regarder plutôt à 1 mètre devant vous, hein, au-delà de votre écran, vers le bas, pour ne pas être trop gêné par l'environnement. L'idéal étant, si vous ne pratiquez pas encore, plutôt de fermer les yeux, hein, vous ne serez pas du tout gêné par l'environnement. Une fois que vous avez les yeux fermés, je vous propose de vous asseoir, avec le dos droit, hein, en étant, le plus digne possible, hein. À vous de traduire, hein, qu'est-ce que la dignité concrètement pour vous? Une fois que vous avez le dos droit, vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses en relâchant les épaules, en rentrant un peu le menton. Et là, je vous propose de respirer, alors plutôt avec le nez, hein, mais vous choisissez. Et quand vous respirez, vous vous focalisez sur votre respiration. La respiration qui entre et la respiration qui sort. Alors, quand vous faites ça, vous allez avoir un certain nombre de pensées, d'émotions, de sensations qui vont se bousculer dans votre esprit. Et c'est là que commence le travail de méditation de pleine conscience. C'est-à-dire, je vais vous proposer simplement de regarder passer, comme des trains, chaque wagon étant une pensée qui s'accroche au train, souvent par association d'idées. Je vais vous proposer de regarder les trains de pensée et de les laisser passer. Et d'éviter de monter dans le train. Si vous montez dans le train, vous n'avez plus conscience
que ce sont des pensées, vous êtes à l'intérieur de la pensée. Vous vous dites: «Ah tiens, j'ai oublié ça, il faut que j'y pense, il faut que je me le note quelque part» et là, vous êtes plus là, vous êtes dans la pensée. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder passer les trains de pensée, les trains d'émotions, les trains de sensations ou les trains de pensée, émotion, sensation, hein, tout peut être mélangé et dès que vous vous rendez compte que vous êtes monté dans un train, vous ressortez. Vous vous dites: «Ah, je me suis fait avoir, je reviens». Voilà. On va faire ça pendant 1 minute, hein, et on va essayer donc de bien se centrer sur la respiration en gardant bien, hein, la position que je vous ai proposée et dès que quelque chose arrive, on le laisse passer et on s'y attache pas. Voilà, top chrono pour 1 minute. Voilà, on vient de faire 1 minute, donc je vous propose de partager avec nous, hein, dans la partie discussion, ce que vous venez d'expérimenter. Donc du calme, Valérie, reposant, Ludovic, amusant, grande détente en conscience, relaxation, zénitude, moment paisible. On a presque oublié qu'on était en webinar, un excellent moment de détente. Alors là, ça va trop vite, j'arrive pas à tout voir. Je bâille beaucoup, ah ça c'est bon signe. Alors trop d'idées à chasser. C'est là qu'on voit que, oui, c'est quand on fait le vide, enfin on peut jamais faire le vide, hein, on n'essaye pas de faire le vide, hein, mais c'est quand on se met dans cette posture-là, qu'on voit qu'il y a énormément d'activité dans notre esprit, hein. Alors le fait de penser: «J'inspire et j'expire» nous sort de cette pleine conscience. Alors oui, excellente question, hein. Penser que j'expire et que j'inspire est une pensée. Donc l'idéal étant de se dire: «C'est une pensée» et de revenir à la respiration. Donc du bonheur, du silence. Très bien et de la sérénité et c'est long et c'est pas facile, mais c'est bénéfique effectivement, on est d'accord. C'est difficile de laisser passer le train. Alors c'est une pratique, hein, pas ça typiquement, c'est une pratique quotidienne, hein, qui peut apporter beaucoup si elle est, pratiquée régulièrement et c'est difficile de le faire seul, hein. On a souvent besoin des autres, hein, soit de rejoindre un groupe, hein, par exemple, la méthode MBSR, hein, vous permettent de vous entraîner en groupe, hein. Alors j'en profite, hein, j'en ai profité pour regarder les questions-réponses, hein, et il y a une question de Anne Millet, à trop persévérer dans la posture positive, hein, comment ne pas se perdre dans le déni? Alors on est d'accord, hein, à force de voir le verre plein, on est dans le manque de lucidité. Alors merci, hein, merci beaucoup Anne, hein, c'est absolument fondamental ce que vous dites, hein. La pensée positive ne fonctionne pas, hein, il ne faut pas essayer de positiver, surtout pas, hein, c'est le contraire, hein, de l'épanouissement. Et donc, ce qu'il faut, c'est prendre conscience de ses ressources et les activer. Il ne faut pas voir le verre à moitié plein, c'est pas de l'optimisme, hein, c'est simplement une manière de contrarier celui qui voit le verre à moitié vide et en fait, les 2 ont raison. Ce qui est important, c'est de voir la carafe d'eau qui est derrière le verre, hein. La carafe d'eau qui est derrière le verre, c'est vos ressources et quand le verre devient vide, bah, vous allez le remplir à nouveau, hein. C'est ça qui est important. C'est pas de voir le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein, c'est juste une manière de voir les choses. C'est pas ça qui fondamentalement vous transformera. Alors, je vous propose ici de passer à la troisième grande dynamique de l'épanouissement, hein, heu, qui est, heu qui est représentée toujours par notre métaphore, hein, de l'arbre, hein, et donc qu'est-ce que vous voyez ici? Alors de l'espace, les Cévennes, la nature.
du vert, une forêt, sortir, faire une rando sympa, de l'oxygène, un magnifique paysage, un paysage ressourçant, la sérénité. D'accord. Alors, la métaphore, hein, sur laquelle je voulais jouer avec cette image, c'est on a vu un arbre tout à l'heure, hein, on a vu plusieurs arbres tout à l'heure et là on voit une forêt, effectivement plein d'arbres ensemble, hein. Merci Marilyn et c'est ça l'idée, hein, c'est plein d'arbres ensemble. Et donc, c'est la troisième grande dynamique, c'est l'autre. Alors, on va y passer le moins de temps parce que c'est pour vous, c'est ce qui est le plus, hein, dans le sondage qu'on a fait tout à l'heure, c'est ce qui est le mieux acquis, le plus clair, qui pose le moins de difficultés. On va quand même y passer un petit moment parce que c'est une dynamique intéressante à regarder, mais on va le faire un petit peu moins longuement et moins profondément que les autres dynamiques. Donc, là, je vais vous présenter une petite vidéo, hein, qui va vous montrer une dynamique étonnante, hein, de l'épanouissement, lorsqu'on se relie à l'autre. Mais c'est la recherche. Regardez comment l'humain réagit lorsqu'il a été rejeté. C'est assez incroyable, regardez. Ce soir, nous allons reproduire pour vous une expérience qui a été réalisée par des chercheurs américains il y a quelques années et qui montre à quel point le fait de se sentir accepté ou rejeté par les autres a un impact direct sur nos comportements et nos décisions, alors même qu'on n'en a pas conscience. Pour cela, j'ai fait appel à 8 personnes qui ont accepté de participer à cette expérience. Ils vont apprendre à se connaître. À la moitié d'entre eux, je vais faire croire qu'ils ont été acceptés par le groupe. À l'autre moitié, je vais leur faire croire qu'ils ont été rejetés. Et la simple connaissance de ce que les autres pensent d'eux va avoir un impact direct sur une décision qui semble anodine. Où vont-ils s'asseoir? Face au miroir ou dos au miroir? Vous allez voir que cette décision est en fait une représentation de ce qui se passe à l'intérieur de leur esprit. Démonstration. Nos 8 volontaires sont arrivés pour participer à cette expérience scientifique, mais ils ne savent pas du tout ce qui les attend. Honnêtement, on m'a pas dit ce que c'était réellement. On m'a dit que ça allait être une expérience qui pourrait être constructive à l'avenir. Moi, je l'ai pris avec plaisir parce que chaque expérience est bien à prendre. Dans cette salle, les caméras sont visibles. Ce ne sera pas le cas dans les autres salles. Thierry va rapidement les amener sur une fausse piste en leur demandant de se présenter rapidement. Ce que je vous propose, c'est de bien écouter les présentations de chacun, puisque c'est sur la base de ces présentations qu'on continuera après l'expérience. Je suis étudiante comme Pierre. Je me décrirais de façon joviale. J'aime profiter de la vie, beaucoup sortir, passionnée de musique. Après un tour de table, on leur demande d'inscrire sur un papier le nom de 2 autres participants avec lesquels ils préféraient continuer l'expérience. Sauf que peu importe le nom que les volontaires ont inscrit sur leur papier, Thierry va faire croire à la moitié d'entre eux que tout le monde les a choisis et à l'autre moitié que leur nom ne se retrouve sur aucun papier. Si l'expérience se déroule comme prévu, ceux qui penseront être populaires vont s'asseoir face au miroir, les exclus dos au miroir. Marion est la première à passer. Vous n'êtes pas sélectionné pour la suite de l'expérience, puisque aucune des personnes présentes ne voulait travailler avec vous pour la suite. Marion ne sait pas qu'elle est filmée. Si l'expérience fonctionne, elle devrait s'asseoir dos au miroir. Au bout de quelques minutes, Thierry arrive dans la salle. Il vient la rassurer et lui expliquer la supercherie. Vous savez pourquoi vous vous êtes assise ici? Non. Parce que je vous ai dit que vous aviez été rejeté par les autres, ce qui n'était pas vrai du tout. D'accord. C'est-à-dire c'est une invention de ma part. C'est-à-dire que les autres ne vous ont pas du tout rejeté. Vous apparaissiez dans plusieurs petits papiers. Rassurant alors. Mais le fait que je vous l'ai dit a produit en vous un effet qui vous a amené à vous asseoir ici, D'accord. au lieu de vous asseoir là. D'accord. Et donc c'est plus facile quand on est rejeté de ne pas regarder un miroir. Pas regarder la défaite. D'accord. Émotionnellement, j'ai été assez déçue puisque je me suis dit que j'étais venue finalement pour rien, mais bonne surprise à la fin puisque ça a été concluant. Thierry va maintenant faire croire à Tatiana l'inverse de ce qu'il avait fait croire à Mario. Alors j'ai plutôt une bonne nouvelle. Oui. En fait, c'est que vous avez été choisi par l'ensemble des participants. Tous? C'est-à-dire que l'ensemble des participants a mis votre nom. Donc ça veut dire que vous êtes très populaire. D'accord. Donc bravo. Merci. Donc ce que je vous propose, c'est de venir vous asseoir dans la salle qui se trouve à droite. D'accord. Tatiana est tellement contente qu'elle s'octroie une petite danse de joie.
Quand Thierry m'a dit que j'étais extrêmement populaire et que tout le monde m'a choisi, mon ego a remonté. Je me suis sentie en pleine puissance, bien et tout. Elle finit par s'asseoir face au miroir. Sur elle, l'expérience fonctionne aussi. C'est au tour de Malika de se faire bluffer par Thierry. Voilà, Malika, vous avez été choisie par l'ensemble des autres candidats à l'expérience. Donc ça veut dire que vous êtes très populaire. Donc ils ont tous envie de travailler avec vous. Voilà. Malika a donc été choisie, mais où va-t-elle s'asseoir? Face au miroir. Au bout de 3 minutes, Thierry vient lui expliquer le but de cette expérience. À votre avis, pourquoi est-ce que vous êtes assise à cette place? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y avait un miroir. En fait, l'objectif, c'était de savoir où vous alliez vous asseoir. Et il se trouve que les personnes qui sont acceptées par le groupe préfèrent s'asseoir face au miroir. Et qu'en fait, Inconsciemment. Inconsciemment. C'est complètement indépendant de votre volonté. D'accord. À mi-parcours, l'expérience fonctionne. C'est au tour de Pierre de passer. Donc Pierre, j'ai pas une très bonne nouvelle à vous annoncer. Il se trouve qu'aucune des personnes qui sont dans le groupe ne vous a choisi. Cela marche pour Pierre, mais aussi pour Zora à qui on fait croire qu'elle était rejetée, et pour Mohamed à qui on fait croire l'inverse. Quand je suis arrivé dans cette salle, je me suis senti vraiment à l'aise dans ma tête. Je me suis assis face au miroir et j'ai attendu avec un esprit plus apaisé. Bon, j'ai pas une bonne nouvelle. Ah. C'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui étaient autour de vous... Ils m'ont tous détesté. Alors ça, j'en sais rien, je n'irai pas jusque-là parce qu'on ne peut pas le dire. En revanche, ils ne vous ont pas choisi pour travailler avec eux. D'accord. Voilà. Seule exception, Benoît. Bien que Thierry lui ait mis dans la tête qu'il était peu populaire, il va s'asseoir face au miroir. Il ne semble pas affecté par ce rejet. Alors quand je suis arrivé dans la pièce, je me suis installé ici directement. Ça m'a pas paru bizarre. J'ai vu cette chaise uniquement. Puis le miroir pour voir si j'étais bien coiffé. Alors qu'est-ce que ça vous a fait tout à l'heure lorsque je vous ai annoncé que vous aviez été rejeté par le groupe? Bah je sais pas, ça m'a pas fait de la peine. Bon après j'étais un petit peu déçu, mais voilà, sans plus. Un petit peu déçu sans plus, et vous n'avez pas ressenti trop de sentiments de peine ou de douleur ou de rejet? Non, de peine, de douleur et de rejet, non, pas trop. Et de toute façon, j'ai toujours été l'exception qui confirmait la règle. Ça s'est encore démontré aujourd'hui. Je peux pas vous dire pourquoi, je ne le sais pas, mais en tout cas, c'était plutôt sympa à faire encore une fois. Je le referai avec grand plaisir. Sur nos 8 candidats, l'expérience a marché sur cette personne, comme quoi se regarder dans un miroir est une expérience forte. Quand on est rejeté par les autres, cette expérience peut être douloureuse. S'asseoir dos au miroir est une manière pour eux de se protéger. Voilà, donc je voulais vous montrer comment ça fait quand j'ai pas de barbe. Donc vous avez vu l'effet important de la reconnaissance des autres sur l'estime de soi. Hein. Alors vous avez une exception. Hein. Alors cette étude est une réplication d'une étude qui a été réalisée sur plusieurs centaines de personnes. Hein. Et on a les mêmes résultats sur plusieurs centaines de personnes. Les personnes qui ne réagissent pas de cette façon sont des exceptions. Alors, le dernier a un comportement défensif qui le protège. Oui, merci Shannon, c'est une interprétation. C'est effectivement quelqu'un qui c'était pas forcément, dans la journée d'expérience qu'on a faite ensemble, c'était pas forcément le meilleur team member non plus. Hein, excusez-moi, hein, j'utilise l'anglais, hein, entre guillemets. Hein, hein, c'était pas forcément celui qui avait le plus de liens sociaux avec les autres. Hein, voilà. Alors, cette vidéo vous a montré toute cette importance pour l'épanouissement de chacun, hein, du lien social, du lien avec l'autre. Hein. On a ce qu'on appelle un ratio de positivité dans nos relations avec les autres qui a été
qui a fait l'objet de pas mal d'études sur des groupes. Hein, sur des groupes, des études ont été aussi réalisées dans des mariages, sur des couples. Hein, et on a trouvé qu'il y avait un ratio de positivité à respecter. Alors, il y a débat sur le ratio, hein, mais la notion de ratio est plutôt acceptée. Donc, il y aurait un point de retournement, hein, à 3 feedbacks positifs pour un négatif. Voilà. Et ça vous avez vu sur la vidéo, hein, on a besoin de reconnaissance, d'acceptation sociale, et le fait de donner des feedbacks positifs à des personnes, des retours positifs à des personnes, renforce ce sentiment d'acceptation. Hein. On se sent inclus dans un groupe. Hein. On a besoin de faire partie d'un groupe. Hein. Et à partir de 3 pour 1, hein, donc il y aurait ce ratio qui nous permettrait, vous voyez, un petit peu comme à 0 degré, vous avez la glace qui se transforme en eau, vous avez un point de retournement au ratio de 3 pour 1 qui vous permettrait d'entrer dans une zone favorable en termes de bien-être. Alors, en termes de performance au travail aussi, mais en termes de bien-être et d'épanouissement en particulier. Alors, dans les mariages, il semblerait qu'on ait besoin de 5 retours positifs pour un négatif. Hein, que ce serait ça le bon équilibre. Donc, oui, vous voyez, pour se relier à l'autre, hein, vous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas votre priorité, donc on ne va pas y passer plus de temps que ça, mais juste un petit exercice que je vais vous proposer avant de passer à la dynamique suivante, mais vous voyez, ça se travaille et ça se construit aussi avec un certain nombre de techniques qui peuvent devenir tout à fait spontanées, hein, pour ceux qui le font naturellement. Hein. Et pour les autres, c'est des choses qui peuvent s'apprendre. Hein. Donner des feedbacks positifs, des compliments, de la reconnaissance, c'est quelque chose qui s'apprend et qui fait du bien et qui nourrit la relation et qui procure un épanouissement, hein, dans la relation et pour la personne. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est un petit exercice tout simple. Hein. Là, vous êtes avec vous-même, hein, vous êtes face à votre écran. On va introduire quelqu'un d'autre, hein, dans l'exercice, hein, que vous-même. Donc, je vais vous proposer de prendre votre téléphone, hein, ou de prendre votre écran et d'aller sur votre boîte mail. Et sur votre téléphone, soit vous prenez WhatsApp, soit vous prenez vous prenez vos textos, vos SMS, et je vais vous proposer d'envoyer un signe de reconnaissance, hein, un compliment, hein, un message gentil, un message favorable, hein, à quelqu'un que vous connaissez. Alors, si c'est quelqu'un d'intime, de très proche, hein, si c'est votre mari, votre fils, votre fille, hein, votre femme, envoyez-lui vraiment quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de dire. Hein, ne lui dites pas quelque chose que vous dites d'habitude, sinon vous n'aurez pas d'effet particulier. Si c'est quelqu'un d'un peu plus lointain, allez-y, hein, dites quelque chose de sympathique, hein, reconnaissez-lui une qualité, reconnaissez-lui un comportement positif, hein, et allez-y, maintenant, là, tout de suite. Hein, c'est un exercice à faire, hein, sur le moment présent. Et vous allez pouvoir bénéficier du retour plus tard. Hein. Vous ne verrez pas le résultat tout de suite, hein, il ne va pas vous répondre immédiatement, mais essayez, voilà, faites ça. Je vous suggère en tout cas de le faire. Hein. Bon, si vous n'avez pas envie de le faire, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, hein. mais je vous suggère d'essayer et de voir ce que ça va donner. Donc Céline, qui a écrit un livre avec Stéphane, qui va paraître bientôt sur la méditation, hein, le conseille aussi dans son livre, donc bravo. Hein. Il n'y a pas que moi qui vous le propose. Alors, Marilyn l'a déjà fait ce matin, vous en avez envoyé 4, eh ben, envoyez-en un 5e, hein, à quelqu'un à qui vous n'aviez pas encore pensé. Alors, Pauline, c'est pas simple. C'est pour ça qu'on fait l'exercice. Hein. Si c'était simple, je ne vous proposerais pas de le faire. Hein. Je me permettrais pas de prendre quelques minutes de votre temps pour vous proposer quelque chose de simple. Hein. Là, ça vous met, pour certains, un petit peu en dehors de votre zone de confort. Hein. Et normalement, tout le monde est un peu en dehors de sa zone de confort, puisque si vous le faites habituellement, je vous propose de faire un peu différemment. Donc, merci Eric. Alors, maintenant que vous avez envoyé votre petit message, dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, du plaisir. Se faire plaisir, heureux, de la plénitude, ça fait chaud. Hein, vous êtes fier de votre ami, un plaisir immédiat. Alors, ça peut être de la gêne, hein, mais vous allez voir en quoi ça va se transformer. Vous attendez le retour, effectivement. Ça vous fait sourire, donc vous allez voir ce que ça va donner. On est un peu à nu, vulnérable. Voilà. La vulnérabilité, c'est la clé de la confiance, hein, vous savez. Agréable, mais bizarre. Hein, vous allez voir le retour. OK, Adeline, vous nous direz. Hein. Donc, Valérie, ça fait du bien. Hein.
Vous avez un retour tout de suite, formidable, Bodan. Voilà, vous avez la récompense immédiate. Alors, vous savez qu'on avait prévu cette conférence de 6 heures à 7h30. On avait prévu 1 heure de conférence et une demi-heure d'échange, mais on a finalement transformé la présentation et on a introduit les échanges à l'intérieur de la conférence. Donc, on va rester encore ensemble 25 minutes. Pour ceux qui avaient prévu de nous quitter, je vous souhaite une bonne soirée. Pour les autres, on va continuer. On a encore deux grandes dynamiques de l'épanouissement à explorer ensemble. Et je vous propose d'ailleurs de faire un petit moment d'échange. Si vous voulez bien aller dans les questions et réponses, c'est notre deuxième moment d'échange de la conférence pour prendre un peu de recul et pour que je puisse écouter vos critiques ou répondre à vos commentaires. Alors, y a-t-il... je reprends le fil des questions et des réponses. Alors, Eric n'a pas le son. Alors, je suis désolé, Eric. A priori, les autres l'ont. Donc, il doit y avoir un problème sur ton ordinateur. Huawei P20 Lite. Je ne connais pas votre prénom. Je lis ce que je vois. Du soleil dans le cœur. Super. Alors, Norma, ces signes de reconnaissance doivent être sincères, sinon le résultat serait l'inverse. On est d'accord. Il faut qu'il y ait une sincérité. Il faut qu'il y ait une sincérité. Cela dit, ce n'est pas toujours la sincérité qui pose problème, c'est l'habitude. Il y a des gens qui vous aiment et qui ne savent pas vous dire « je t'aime ». Donc, c'est aussi l'habitude et l'entraînement qui fait que on apprend à le faire sortir. Alors, ce ratio positif-négatif peut-il être aussi appliqué à la relation avec nous-mêmes? Anya, excellente question. Nous avons tous une petite voix intérieure. Et c'est avec cette petite voix, lorsqu'on la travaille, qu'on peut développer ce qu'on appelle son autocompassion. Et donc, effectivement, il vaut mieux avoir une petite voix positive qu'une petite voix négative. Non pas qui positive quand tout va mal, ce n'est pas l'idée. Il faut d'abord, comme on l'a vu tout à l'heure, reconnaître et accueillir ce qui va mal. Mais une petite voix qui vous montre vos ressources et qui vous propose de les activer, de les utiliser concrètement, c'est important, bien sûr. Comment répondre aux gens qui critiquent votre façon d'être positif? Alors, est-ce que vous avez vraiment besoin de leur répondre? Vous n'avez pas forcément besoin de leur reconnaissance. La bienveillance avec soi est importante, oui, merci. Merci Norma. Vous appréciez le format de la conférence, Christiane? Super, j'apprécie que vous appréciez. Brenda, comment se faire des feedbacks positifs dans le couple tous les jours? Brenda, je suis sûr effectivement que tu fais ça très bien. Diane, que faire pour neutraliser ou compenser une impuissance? Alors ça, on en a déjà parlé. Diane, on pourra en parler hors conférence. Là, on est plutôt sur la notion de relation à l'autre. Faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour soi. OK, merci. Ratio 5/1, c'est haut. Oui, et en même temps, vous allez voir, ce qui est difficile, c'est surtout, vous avez des personnes qui sont, qui sont surtout très neutres. Vous allez voir qu'il y a très peu elles sortent très peu de positif et de temps en temps du négatif. Voilà, quand on prend l'habitude de dire du positif, vous voyez, la personne fait la vaisselle, merci ma chérie, j'allais le faire, c'est toi qui le fais, ça me fait plaisir. C'est un petit mot, c'est une reconnaissance d'un acte tout simple de la vie quotidienne. Et donc, quand vous avez dit 5 mots comme celui-là, là, vous pouvez dire quelque chose de négatif. Alors, il ne faut pas compter, bien sûr, c'est en moyenne, en moyenne sur le long terme. Et si nous n'avons pas de retour, devons-nous nous effacer? Si vous envoyez des messages à quelqu'un qui ne vous répond jamais, oui, je vous conseille d'arrêter, ça ne sert à rien. Comment fait-on si on n'a pas de feedback mais qu'on en a besoin dans un boulot? Alors, l'idéal étant de le demander. Voilà. Variété et humour bienveillant, merci. Pourriez-vous dire à Isabelle que je l'aime très fort? Alors Marie-Pierre, je ne connais pas Isabelle, mais je pense que vous pouvez lui dire vous-même, ça sera encore meilleur. Alors, comment exprimer plus facilement ce qu'on pense de positif envers nos proches? Eh bien voilà, le faire. Alors ça, c'est typiquement le faire. Vous avez appris à vous laver les dents, on en parlera tout à l'heure, mais vous pouvez apprendre à le faire. Pouvons-nous pourrir la personne qui n'a pas répondu au message? Alors, je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de réagir. J'écris tous les soirs 3 points positifs. Oui, et effectivement, ça c'est un autre travail que le travail de la relation à l'autre. C'est plutôt sur la gratitude et les émotions positives. On en reparlera. Alors, je vous propose de continuer avec nos 2 dernières dynamiques de l'épanouissement.
Donc, on va continuer également sur la métaphore hein, de l'arbre. Hein. Et donc, qu'est-ce que vous voyez sur cette diapo? Donc, si vous voulez bien reprendre plutôt le fil de la discussion, de la résilience, de l'adaptation, un enracinement tordu, la force ploie, la capacité d'adaptation, la force de se redresser, de la courbure, l'adaptabilité à l'environnement, les arbres qui s'adaptent et qui recherchent la lumière. Effectivement, voilà. Les arbres se sont adaptés à un terrain, mais ils ont quand même continué à aller vers leur objectif qui était la lumière. Alors ça, c'est une petite métaphore hein, de la notion de vision. Hein. Lorsqu'on a une vision, ben, on va dans la direction de sa vision hein, et on s'adapte au terrain tout en continuant à aller dans la direction de sa vision. Alors, c'est quoi le mécanisme de la vision? Vous voyez sur cette diapo hein, des ouvriers hein, qui travaillent à construire une cathédrale. Alors, on n'en fait plus beaucoup des cathédrales, hein, sauf en Espagne, hein, à Barcelone, hein, où on est encore en train d'y travailler hein, sur la Sagrada Familia. Mais lorsque on construit une cathédrale, vous savez que on fait quelque chose de long qui parfois hein, s'étend sur plusieurs générations, la plupart du temps d'ailleurs, et c'est quelque chose qu'on fait en groupe, en commun, au service d'un but qui nous dépasse. Alors, lorsque vous connaissez la petite histoire, hein, vous croisez 3 ouvriers sur un chantier de cathédrale, vous leur demandez qu'est-ce que vous faites. Le premier vous dit, ben, je porte une pierre, hein, je gagne de l'argent, hein, je reçois un salaire et ce salaire va me permettre de nourrir mes enfants. Vous avez le deuxième ouvrier qui vous dit: «Bah, je porte une pierre, hein, je suis sur un chantier et je veux devenir, à la place du compagnon, moi aussi je veux devenir compagnon, je progresse dans la carrière». Et le troisième vous dit: «Je construis une cathédrale». Le troisième a la vision. Sa vision personnelle, il l'a mise en ligne avec la vision commune globale. Alors les 2 premiers, eux, sont tout à fait légitimes, hein, et on peut tout à fait décider de mettre sa vision ailleurs, hein. Peut-être que le premier, il a une vision personnelle qui fait qu'il s'engage ailleurs et il y a aucun souci avec ça, hein. Simplement cet exemple vous montre comment est-ce qu'on peut construire une vision qui soit, en lien avec la vision collective. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est un petit exercice, où vous allez, réfléchir à quelques buts qui vous sont chers. 1, 2, 3 maximum, hein, n'allez pas trop loin. Quelques buts pour les 10 ans à venir. C'est-à-dire, vous aimeriez, être où dans 10 ans? Vous aimeriez qu'il vous arrive quoi dans 10 ans? Vous aimeriez construire quoi dans 10 ans? Voilà. Je vous propose de réfléchir à ces buts. Je vais vous y aider en vous donnant quelques caractéristiques des buts épanouissants. Il vaut mieux que le but auquel vous pensiez soit intrinsèque, c'est-à-dire que et pas extrinsèque. C'est-à-dire que si vous vous dites: «Je veux ce job», c'est plutôt parce que le job vous intéresse, plutôt que pour avoir un peu plus d'argent pour construire, une nouvelle pièce dans votre maison. Il vaut mieux que ce soit auto-concordant, c'est-à-dire que ce soit lié à vos forces personnelles, hein. Si vous êtes excellent, hein, dans la rigueur, dans les chiffres, hein, c'est peut-être pas la peine de vous dire: «Je vais me lancer dans une carrière dans le théâtre», alors que c'est pas forcément ça que vous aimez. Bon, je prends un exemple un petit peu, contraire à au type d'exemple qu'on utilise d'habitude. Hem, il vaut mieux que ce soit des buts d'approche, hein. Ne dites pas, «Je veux faire un régime et baisser mon poids», hein, «Je veux surtout pas dépasser 50 kilos». Dites-vous plutôt, «Je veux être en forme et avoir, un poids dans lequel je me sente bien», hein. Là, vous êtes plutôt en approche, hein, plutôt qu'en négatif, hein. L'esprit retient le négatif, hein. Quand vous dites, «Je ne veux pas faire ça», hein, je ne veux pas fumer», l'esprit retient fumer, il retient pas le négatif. Donc, ayez plutôt des buts d'approche. Des buts harmonieux entre eux, hein. Ne vous dites pas: «Je veux plus de temps, je veux plus d'argent, je veux être avec mes enfants et je veux passer tout mon temps au travail». C'est disharmonieux. Des buts plutôt d'activité, hein, que des buts matériels, hein. Il vaut mieux que vous vous disiez: «Je veux faire un voyage, je veux faire un sport», plutôt que «Je veux une montre chère». Et des buts plutôt flexibles que fixes, hein. Si vous vous dites: «Je veux 1 000 000 € quand j'aurai 60 ans», c'est un but fixe. Si vous vous dites: «Je veux être marié à 25 ans», c'est un but fixe. Et si vous dites: «Je veux 3 enfants, 2 garçons et une fille», c'est un but fixe. Soyez plutôt sur des buts flexibles, hein. «Je veux une vie heureuse avec des enfants», il y a plein de manières de faire. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé à trouver des buts. Maintenant que vous avez vos buts, on va passer à l'exercice lui-même. Donc c'est un exercice de visualisation, hein, c'est l'exercice qu'utilisent les sportifs, hein, pour construire une vision. Donc je vais vous proposer de fermer les yeux. Et je vous propose de vous imaginer dans 10 ans.
vos buts sont réalisés. Les buts auxquels vous venez de penser, vous les avez construits et vous êtes dans cette vie avec ces buts que vous avez atteints. Donc, ressentez ce qui se passe et essayez de vous imaginer concrètement à quoi ça ressemble. Essayez de voir un paysage, de voir des visages, de voir des éléments concrets. Imaginez votre corps dans un environnement dans lequel ces buts sont réalisés. Votre corps et votre esprit, hein, avec les personnes que vous aimez. Donc, visualisez bien avec des images précises de ce qui se passe. Voilà, je vous propose de partager avec nous hein, ce qui se passe pour vous dans cet exercice, hein, dans le volet discussion. Alors, pour Nathalie, c'était apparemment impossible. Pour Orchidée, que du bonheur. Agnès, lumière. Sophie, ça fait rêver. Chaud au cœur, inspirant. J'ai pris des cheveux blancs. Émouvant. Sentiment de plénitude. Du bonheur, des sourires. Un petit coup de vieux. C'est apaisant. Un peu difficile, mais agréable. Oui, alors, c'est un exercice difficile, comme tous les exercices qu'on fait. Hein. Je me vois naturopathe reconnu. Bravo. Environnement favorable à l'épanouissement, confort, bien-être, motivant. J'ai encore des choses à faire pour l'atteindre. Voilà, Eric, hein, vous avez pu repérer hein, que ça développe une volonté d'agir hein, pour aller vers là. Étonnamment facile hein, pour Bérangère à visualiser et agréable. Voilà, exercice révélateur. Trop compliqué pour moi, pour Anne. Vous pourrez essayer de le refaire hein, dans le livre. Hein, si vous lisez le livre, vous avez un exercice équivalent hein, qui vous amène à travailler par l'écriture. Hein. C'est plus facile avec l'écriture. Hein, et vous pouvez le faire 4 jours de suite. Hein. Alors, cet exercice hein, vous permet de voir le mécanisme de la vision. La vision, c'est quoi? C'est se projeter. Hein. Donc, on a vu que l'action a été importante, on a vu que la présence consciente était importante, la relation à l'autre. Hein. Une fois que vous avez à la fois l'action et la contemplation, et que vous vous reliez à l'autre, la vision, c'est ce qui vous permet d'avoir une direction. Et une fois que vous avez tous ces éléments, on peut arriver à la dernière grande dynamique, et on terminera là-dessus, hein, la dernière grande dynamique de l'épanouissement, qui est la dynamique qui pour vous était la plus importante hein, dans le test qu'on a fait tout à l'heure, hein, dans le sondage hein, auquel vous avez répondu. Hein. Vous avez dit que pour vous, le plus important, c'était avoir plus d'émotions positives. Et donc, on va terminer par ça. Hein, on va terminer par les émotions positives. Hein. Alors, les émotions positives sont extrêmement importantes dans la vie. Et donc, je rejoins ce côté prioritaire hein, que vous avez plébiscité tout à l'heure, parce que les émotions, il y a une théorie récente hein, qui a montré que les émotions positives ont une importance pour élargir et construire. Hein. C'est la théorie élargir et construire des émotions, hein, broaden and build en anglais. C'est une théorie qui est assez récente parce que pendant très longtemps, les psychologues évolutionnistes n'avaient repéré que l'intérêt des émotions négatives. Les émotions négatives nous aident hein, à nous protéger des dangers. Hein, la peur, c'est pour fuir, hein, ça donne l'énergie pour fuir. Hein, la colère, ça donne l'énergie pour combattre. Hein, le dégoût, ça donne l'énergie pour rejeter de la nourriture avariée ou pour rejeter le dégoût moral, hein, pour rejeter quelqu'un de dangereux dans un groupe. Donc, les émotions négatives ont un rôle important hein, pour nous aider à survivre. Hein. Mais les émotions positives, on ne savait pas trop à quoi ça servait. Et donc, on a découvert qu'elles servent à élargir l'esprit. Hein. Les émotions négatives nous ramènent hein, comme un laser à voir précisément le danger pour le fuir ou pour le combattre, alors que les émotions positives permettent de voir beaucoup d'opportunités. Donc elles élargissent l'esprit et les opportunités, on les voit mieux. Et elles permettent aussi de construire ensemble.
Lorsque vous êtes en émotion positive, vous vous reliez plus facilement aux autres et vous allez plus facilement construire des projets ensemble. Donc les émotions positives servent à ça. Donc elles sont importantes. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous disais que je l'avais mis à la fin et que ce n'était pas pour moi le plus prioritaire, hein, malgré tout? C'est parce que on peut avoir tendance à poursuivre des émotions positives pour elles-mêmes. Et c'est là qu'il peut y avoir un danger. Hein, je vous parlais tout à l'heure des raccourcis, hein, de l'épanouissement, hein, le statut social, l'argent, le sexe, le sucre. Hein. Le sucre est un raccourci, hein, pour avoir des émotions positives, hein, pour beaucoup d'entre nous. Et d'ailleurs, l'industrie agroalimentaire l'a bien compris. Hein, la junk food est faite de beaucoup de goûts, hein, qui nous flatte. Hein. Et une fois qu'on est accoutumé, on a du mal à s'en sortir. Hein. Même si vous cliquez sur Yuka, hein, vous vous dites « Ah oui, mais c'est trop bon, j'en prends quand même ». Je ne vais pas citer de marque, hein, vous savez tous de quel produit je parle. Donc, il y a un danger dans les émotions positives. C'est pour ça que je ne l'avais pas mis en priorité. Hein. Même si les émotions positives sont très importantes et la théorie Élargir et construire nous le montre, hein, la façon dont on les produit peut être problématique. Et c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, hein, comme conclusion des 4 autres dynamiques. On peut voir les émotions positives comme une conclusion de la dynamique de l'action et de la puissance acquise, de la dynamique de la présence consciente, de la dynamique de la relation fluide à l'autre et de la dynamique de la vision, hein, qui nous amène là où nos buts, hein, sont les plus importants. Et donc, effectivement, hein, merci Norma, hein, attention à l'addiction, hein, lorsque ce ne sont pas des émotions positives construites sur du solide, lorsque ce sont des émotions positives qu'on va poursuivre pour elles-mêmes. Hein. Voilà, c'était là-dessus que je voulais terminer, hein, sur effectivement l'importance des émotions positives, mais fondées sur des dynamiques, hein, profondes. Hein, des dynamiques, hein, alors comportementales, hein, parce que vous l'avez compris, on travaille sur des comportements qui vont après avoir un effet profond, mais des dynamiques quand même qui sont soutenables à long terme, hein, et qui sont saines. Alors maintenant, en conclusion, hein, et je laisserai la parole à Thomas, hein, pour terminer cette conférence, hein, mais avant, je voudrais simplement, en un mot, vous dire que tout ce qu'on a fait là, c'est des exercices que vous pouvez appliquer au quotidien dans votre vie et qui sont dans le livre, hein, qui sortira jeudi, hein, que certains d'entre vous ont déjà reçu. Ce sont des rituels à mettre en place. Vous avez appris à vous laver les dents quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant, c'est vos parents qui vous ont appris en général. Et un rituel, c'est quoi? C'est comme se laver les dents, hein, c'est 3 éléments, hein, c'est au service d'une valeur, hein, là, ça peut être la santé, hein, c'est un geste, hein, c'est utiliser la brosse à dents de haut en bas, et c'est pendant 3 minutes, hein, et c'est un moment dans la journée. Ça peut être le matin et le soir, ça peut être le matin, le midi et le soir. En tout cas, c'est des moments précis dans la journée. Et on le fait de façon automatique. Voilà. Il faut 2 mois à peu près, hein, pour produire une habitude. Hein. Et donc, comme lorsque vous voulez devenir un sportif musclé, hein, vous pouvez le décider. Et ce n'est pas parce que vous le décidez que ça arrive. Par contre, vous pouvez décider de mettre en place les comportements qui vont vous permettre d'y arriver à terme. Voilà. Et donc, c'est exactement la même chose pour l'épanouissement. Hein. Et là, je vous ai mis une petite photo d'un taxi et puis une autre photo de Mathieu Ricard, hein, parce qu'on a des études qui ont montré que les chauffeurs de taxi, comme les moines bouddhistes, ont des zones de leur cerveau qui sont très différentes des nôtres parce qu'ils ont connecté leurs neurones, hein, d'une façon particulière suite au comportement qu'ils ont réalisé dans leur vie. Les chauffeurs de taxi ont eu besoin de beaucoup, notamment c'était une étude à Londres, hein, où il y a beaucoup de petites rues, hein, et la ville est extrêmement dense et complexe. Donc ils avaient dû apprendre par cœur, hein, pour avoir leur diplôme, hein, leur certificat, ils ont dû apprendre par cœur le plan de Londres, et ils ont dû petit à petit continuer à progresser, à s'entraîner, à apprendre l'ensemble des places où se trouvent les petites rues, hein, et ça a transformé leur connexion neuronale. C'est-à-dire que on a un esprit on a un cerveau qui est extrêmement flexible, extrêmement fluide, hein, et il peut se transformer en fonction, hein, des besoins qu'on a. Là, vous voyez Mathieu Ricard, on a fait pas mal d'études sur les connexions neuronales des moines bouddhistes, hein, notamment lorsqu'ils ont passé des heures, des milliers d'heures à développer la compassion, hein, par la méditation de compassion.
Et on voit que leur réseau de neurones ne s'active pas de la même façon que les nôtres. Et donc, c'est cette plasticité neuronale qui nous permet, hein, par le mécanisme des rituels, par le travail constant et permanent, hein, même si c'est que quelques minutes par jour, hein, qui nous permettent d'atteindre l'épanouissement. Voilà. Donc, alors, j'ai un blog, si vous voulez aller voir, hein, qui est plutôt sur l'épanouissement au travail, hein, et sur la justice au travail, mais pour ce qui concerne l'épanouissement dans sa vie personnelle et pas seulement au travail, vous trouverez tout un tas enfin 21 exercices dans le livre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je rends la parole à Thomas. Merci beaucoup Thierry, merci à tous pour votre participation extrêmement réactive, riche, et puis ta réactivité Thierry et la manière de piloter ce rendez-vous ensemble. Nous sommes 200 autour de cette intervention, de cette conférence interactive. Et du coup, je n'ai même pas besoin de vous proposer de partager un mot ou en quelques mots à la fois votre ressenti du moment ou un feedback. Ils sont en train de défiler, donc voilà, on lit dans les pensées, donc on va très loin dans cette conférence et on partage même les pensées avant qu'elles n'émergent de la mienne. Alors, je ne sais pas si la main innocente de Sixtine a réussi à identifier parmi nos 200 vétérans de cette conférence les heureux gagnants. Tout à fait, tout à fait. En effet, il y avait beaucoup de monde, donc c'était super, beaucoup d'échanges. En tout cas, moi, j'en profite pour dire que c'était très intéressant, Thierry. Je n'avais pas forcément eu l'occasion de travailler avec toi, ni Thomas aussi d'ailleurs, mais voilà, c'est un sujet. J'ai fait les petits exercices aussi chez moi, donc c'était super. En effet, du coup, j'ai tiré 10 personnes au sort. J'ai fait des petits bouts de papier, j'ai fait les choses correctement, mais c'est vrai que bon, étant voilà, un petit peu toute seule à la maison, c'est pas forcément simple. D'avance, je vous prie de m'excuser si j'écorche les prénoms ou les noms des heureux gagnants. Je vais vous mettre après dans l'onglet discussion mon adresse mail pour que voilà, les gagnants ou gagnantes qui ont été tirés au sort puissent m'envoyer par mail leur adresse postale, puisque du coup, on va leur envoyer le livre de Thierry. Donc, du coup, ont été tirés au sort Julien de Souza Morera, Luciana Castro, Christian Seigno, Marion Dumas, Stefano Arnaldi, Nathalie Nallet, Mathias Dreveton, Patricia Dupéret, Nicolas Bontemps et Malika Zouri. Super. Voilà. Bravo Nicolas. C'est la main innocente d'une Vestale romaine qui a choisi les 10 heureux gagnants. Farina, merci beaucoup Sixtine pour ça, et merci pour l'organisation et la préparation aussi. C'est toujours important d'être accompagné, donc c'est très appréciable. Tu l'as très bien fait, donc un grand merci pour ça. Et du coup, eh bien, nous sommes, il est 19h29. Dans les temps, c'est un honneur et un grand plaisir de dire que voilà, nous avons gardé également le timing. C'est une grande satisfaction. Voilà. Très bonne soirée à chacun et à tous. Encore merci Thierry. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Sixtine et merci à tous pour votre participation, c'était très énergisant. Merci à vous et très bonne soirée. Au revoir, prenez soin de vous. À bientôt.